Alors, oui, Nicolas. Ouais, petite question, ou des questions ou des commentaires. Pourquoi, selon toi, les spécialistes de la bouche ne parlent pas suffisamment de la respiration? Moi, je trouve la bouche une porte d'entrée incroyable. Hein? Autant qu'on communique avec la bouche, on mange, on se nourrit, on respire avec je dis la bouche, c'est plutôt l'entrée, bouche-nez. On fait du sexe. Il y a tellement de choses possibles avec cette zone-là. Je trouve qu'elle est minimisée au niveau de la dentisterie à la position des dents, l'esthétique des dents, l'hygiène buccale. Mais on dirait que la bouche, c'est quasiment la porte d'entrée la plus importante du corps humain, selon moi. Ben, oui. Et les voies, la bouche et le nez, finalement. Ouais. Alors, pourquoi les dentistes ne sont pas focalisés? Les dentistes sont focalisés sur les dents. Ils ne sont pas focalisés sur la bouche. Les dentistes sont focalisés sur les dents. Et puis, bon, ça évolue un petit peu. Aujourd'hui, on comprend notamment avec le développement des troubles respiratoires du sommeil, les ronflements, les apnées obstructives, que le fait de modifier le positionnement de la mâchoire va modifier la manière dont la personne respire, ce qui va aussi impacter la posture. Parce que, bon, on en parlera sûrement un petit peu, mais il y a vraiment des relations très très étroites entre la posture de la tête sur le cou, le développement de la mâchoire et la respiration, puisque c'est comme ça que tu contrôles finalement le diamètre, le calibre du pharynx, du passage de l'air de la gorge. Voilà. Maintenant, les dentistes, je veux dire, bon, déjà de bien soigner les dents, d'être bien focalisé sur un bon travail de compréhension de l'organe dentaire, c'est déjà très complexe. Alors, je veux dire, après, voilà, les gens sont formés, à la base, les dentistes sont formés pour soigner les dents. Ils ne sont pas des spécialistes de la bouche à proprement parler. Ce sont des tissus qui sont dans la bouche, en particulier les dents et les tissus qui portent les dents. Et les relations avec la respiration, avec un certain nombre de facteurs, ne sont pas forcément les points sur lesquels les études, en tout cas, sont focalisées. Après, évidemment, il y a un certain nombre de spécialistes, notamment plus dans le domaine de l'orthopédie dentofaciale, qui vont être là beaucoup plus sensibilisés à la respiration. Ok, excellent. Est-ce que le fait, selon toi, que les liens soient indirects aux yeux de la recherche scientifique par rapport aux effets d'une mauvaise respiration sur la santé, tout comme la circulation lymphatique, au final, fait que les spécialistes ignorent et un peu, on pourrait dire qu'ils s'en lavent les mains pour faire dire qu'il n'y a pas de... Ils ne se concentrent pas là-dessus. Là. Moi, je l'ai vu, que c'est que la lymphe est complètement ignorée dans le point de vue médical. Là, moi, dans l'exposé, dans le discours que je vais vous tenir, je vais soulever un facteur qui est pour moi aujourd'hui un facteur de préoccupation majeur et qui est complètement négligé d'un point de vue médical, c'est le dioxyde de carbone. C'est le dioxyde de carbone. Toutes les études, les recherches, les analyses sont focalisées sur l'oxygène. Le dioxyde de carbone, on s'en fout. On s'en fout, considérant que c'est juste un déchet qu'il faut éliminer. Mais c'est hallucinant l'importance, et je veux dire, c'est mon point de vue, et il est partagé par un certain nombre d'auteurs. J'ai vu plusieurs papiers où les auteurs sont très sensibilisés par le fait que, je veux dire, même en médecine de la respiration du sommeil, même par rapport aux problèmes d'apnée obstructive du sommeil, ces gens qui dorment avec des machines, qui mesurent ta saturation en oxygène, etc., qui sont censés mesurer tous les paramètres, enregistrer le nombre d'apnées que tu fais, etc. Le CO2, c'est pas une préoccupation. C'est pas une préoccupation, et pour moi, aujourd'hui, voilà, tu vois, c'est un facteur majeur. La lymphe, c'est pareil. C'est la lymphe, la respiration, dans sa globalité, je veux dire, tant que tu n'es pas en insuffisance respiratoire, et l'insuffisance respiratoire,
c'est un diagnostic médical, c'est un diagnostic clinique qui se traduit par un manque d'oxygène dans l'organisme et dans le sang. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas un manque d'oxygène, c'est-à-dire que tant que médicalement le traitement, c'est pas de te mettre une bouteille d'oxygène, t'es pas un problème médical. Il faut toujours qu'il y ait une solution à apporter de l'extérieur. Puis ce qui est intéressant, si on regarde l'oxygène, ça serait comme manger. Puis le dioxyde de carbone, ça serait aller à la selle. Voilà. Donc là, on regarde, on veut que la personne mange, mais on ne regarde jamais si les déchets sortent convenablement. Exactement. OK, c'est intéressant. Fait que là, si on parle de dioxyde de carbone, ce qui est vraiment intéressant, c'est que je me suis déjà posé la question, parce qu'on a un mécanisme, un mécanisme de protection dans le corps qui fait que, éventuellement, même si on retient notre respiration, on va aller respirer de façon automatique éventuellement. Puis je me suis toujours dit, ça, est-ce que c'est un mécanisme de protection pour prendre de l'oxygène? Mais ça a l'air que ce mécanisme-là de prendre une nouvelle respiration, c'est en fait pour nous forcer à expulser le CO2. Puis qu'est-ce qui nous tuerait, c'est que en évitant d'expirer de l'air, nos tissus vont accumuler de plus en plus de dioxyde de carbone. On va mourir d'une acidose, en fait. Donc ça, je me demandais si, là, tu as bien compris ce que je voulais dire, là. C'est pas le manque d'oxygène qui nous tue, c'est le fait qu'on n'évacue pas assez nos déchets. Là, ce qu'on voit, c'est que tout est traité. C'est une intoxication au CO2. Ouais. C'est une intoxication au CO2 qui a pour conséquence de supprimer l'accès à l'oxygène. Le CO2 est toxique, détruit nos tissus. Ça te flingue le cerveau. Ça perturbe l'organisme, et ça perturbe aussi le transport de l'oxygène. Ça dénature les globules rouges et leur capacité à transporter l'oxygène au tissu. Donc, tu vas avoir, même si tu as un apport d'oxygène, si tu es en saturation, en surcharge de CO2, ça va empêcher ton organisme de pouvoir utiliser cet oxygène. Donc, c'est vraiment l'asphyxie, la mort par étouffement. Effectivement, c'est vraiment le CO2 la clé. Et ça, voilà, on va vraiment le noter. Bon, les éléments clés, hein, on a dit aujourd'hui, le sujet, c'est l'optimisation mitochondriale. Et puis on va avoir un certain nombre d'éléments clés. Et bon, le CO2, c'est quelque chose dont on parle très très peu en médecine. Et je veux dire, moi, évidemment, j'avance progressivement, mais il y a quelques mois, tu vois, avec tout ce que j'accumule là comme données, comme connaissances, je veux dire, peut-être que je vais synthétiser tout ça dans un livre ou quelque chose comme ça. Et quand j'ai commencé cette démarche, je m'étais dit, ce livre, il va s'appeler CO2, quoi. Parce que... Les gens vont penser que c'est pour les bagnoles. et il faut vraiment comprendre que notre respiration, elle sert à gérer, à stabiliser notre taux de CO2 dans l'organisme. Parce que du CO2, c'est pas que toxique, on en a besoin. C'est le principal système de tampon pour équilibrer notre pH interne et notre acidité, donc. Donc le CO2, on a besoin, mais c'est une donnée qui doit être extrêmement bien contrôlée. Hein. Et le CO2 est, puisque le sujet, c'est la capacité respiratoire. La capacité respiratoire. Comme je vous l'évoquais, la capacité respiratoire, ça implique la fonction pulmonaire. La fonction pulmonaire, c'est donc l'action de ventilation pulmonaire, hein, d'apporter de l'air frais avec de l'oxygène et d'évacuer l'air vicié chargé en dioxyde de carbone. La fonction pulmonaire, sa fonction primaire
qu'est-ce qui régule la fonction pulmonaire? Ben, c'est le cerveau, enfin c'est les muscles. Hein. Et comment on aspire et comment on recrache de l'air? C'est par la déformation de la cage thoracique. Cette déformation de la cage thoracique, elle se fait par les muscles, et les muscles sont contrôlés, leur activité est contrôlée par le cerveau. Donc il y a une sensibilité au CO2 qui se passe au niveau du cerveau. Sensibilité au CO2, ça c'est le cerveau. On a dit la capacité respiratoire, c'est la fonction des mitochondries, fonction mitochondriale. La fonction mitochondriale qui est de produire notre énergie, fournir de l'énergie sous forme d'ATP au niveau de nos cellules. Ce processus qui donc nécessite l'oxygène qui est fourni par la fonction pulmonaire et qui va libérer en produit secondaire du CO2 et du stress oxydatif. Voilà. La fonction pulmonaire et la fonction mitochondriale combinées, c'est ce qu'on appelle la capacité respiratoire, qu'on évalue en général cliniquement avec le VO2 max. La capacité maximale d'oxygène que ton organisme est capable de consommer par unité de temps. Excellent. Donc, voilà un petit peu la vision d'ensemble. À ce moment-là, je vais juste mettre une petite image pour reprendre finalement ce que je viens de vous dire là sur Donc la fonction pulmonaire, hein, les poumons, le but c'est de ventiler, la fonction pulmonaire, son but c'est de ventiler, c'est la ventilation pulmonaire, hein, qui est animée par une déformation de la cage thoracique qui crée un gradient de pression qui fait que l'air rentre ou circule, c'est des variations de pression. Hein, en élargissant la cage thoracique, tu crées une dépression, entre guillemets, une baisse de pression dans la cage thoracique qui fait rentrer l'air avec l'oxygène. Et puis, dans le cas contraire, quand la cage thoracique, donc la pression augmente au niveau de la cage thoracique quand elle se resserre, et donc là on expulse l'air riche en dioxyde de carbone. Hein. Cette mécanique d'aspiration, inspire et d'expiration, expulsion de l'air, est principalement animée donc par les muscles respiratoires. Hein. Donc la fonction pulmonaire dépend de la fonction musculaire. La ventilation pulmonaire est extrêmement dépendante de la fonction musculaire, et si les muscles déclinent, la fonction de ventilation pulmonaire va aussi décliner. Hein. Donc la performance de fonctionnement musculaire a une incidence importante sur la fonction pulmonaire. Et l'animation donc des muscles donc, va être régulée par le cerveau qui a un certain nombre de noyaux de neurones qui sont sensibles, qui sont chémosensibles, sensibles au CO2 ou à ses conséquences. C'est-à-dire que quand le CO2 s'accumule dans l'organisme, ça fait baisser le pH, ça rend l'organisme acide. Alors, il y a des neurones qui sont sensibles au pH, à l'acidité, et il y a des neurones qui sont sensibles au CO2 aussi, indépendamment du pH. Hein, donc, il y a une sensibilité au CO2 qui est pH dépendante et pH indépendante. Parce qu'en général, le pH va être compensé par d'autres mécanismes, et ça va permettre, dans certains cas, d'avoir une accumulation de CO2 dans l'organisme, qui va être peut-être compensée au niveau du pH, mais ça n'enlève pas certains effets
nocif du CO2 sur l'organisme. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc on a là la fonction pulmonaire qui est dont le rôle est d'assurer l'intendance de la cellule, hein, puisque la production d'énergie, qui est c'est la base de la vitalité. Hein, c'est, je veux dire, la vie par rapport à la mort, c'est quoi? Ou la mort par rapport à la vie, la mort survient quand tu n'es plus en rentabilité, quand tu consommes plus d'énergie, quand le fait de survivre, que tu n'es plus capable de fournir suffisamment d'énergie par rapport au minimum vital. Hein, et ton niveau de vitalité, de santé, de bien-être, dépend de ta capacité à produire de l'énergie. Et cette production d'énergie dépend essentiellement donc de nos mitochondries au sein de chaque cellule. Et donc cette consommation, cette production d'énergie donc nécessite de l'oxygène, hein, qui est donc dont l'apport est assuré par le système respiratoire et ça rejette du dioxyde de carbone qui est, s'il s'accumule, fortement toxique pour la cellule et pour les mitochondries, et il est extrêmement important, et c'est ça le facteur le plus important de la respiration, c'est de réguler le CO2, c'est la teneur en CO2 dans le sang qui est dans le sang et au niveau du cerveau, qui est vraiment le critère essentiel de la régulation de notre respiration, en fonction de notre niveau de sensibilité au dioxyde de carbone. Ça, c'est au niveau des capteurs, au niveau du cerveau. Donc, je disais que le cerveau va réguler et donner l'ordre aux muscles de travailler plus ou moins en fonction de la quantité de CO2 et en fonction de la sensibilité au CO2, c'est-à-dire qu'on a une sensibilité au CO2, ou on peut aussi appeler une tolérance au CO2, c'est-à-dire que c'est à partir d'un certain seuil de CO2 que notre cerveau va réfléchir. Cette sensibilité au CO2, elle varie en fonction de plein de facteurs, cette sensibilité au CO2. Elle évolue au cours de la vie, pour le même individu, d'un individu à un autre, elle ne va pas être la même, et pour le même individu, on n'a pas la même sensibilité au CO2, par exemple, dans la journée et la nuit quand on dort. Et il y a un certain nombre de facteurs, tu perds ta sensibilité au CO2 avec un certain nombre de choses. Par exemple, le fait de consommer du sucre va diminuer ta sensibilité au CO2. Le fait de prendre du bicarbonate de sodium, par exemple, pour différentes raisons, va diminuer ta sensibilité au CO2. Donc, quelque part, si tu veux, voilà, il y a beaucoup de gens qui prennent du bicarbonate de sodium pour diminuer leur acidité, mais en diminuant leur acidité, dont la cause est finalement vraisemblablement une accumulation de dioxyde de carbone, tu vas réduire l'acidité temporairement tout en aggravant la cause qui a généré l'acidité. Donc voilà, il y a certaines subtilités qui sont importantes de bien prendre en compte pour ne pas faire des bêtises. Donc ça se passe vraiment au niveau de la cellule. Il faut comprendre que la fonction pulmonaire, la fonction cardiovasculaire, ce sont des fonctions d'intendance. Des fonctions d'intendance de la cellule. Mais ce qui est important, c'est la cellule. C'est la cellule, donc nous, dans notre cas, on fonctionne sur la base, nos cellules ont un métabolisme énergétique qui fonctionne donc avec un besoin d'oxygène, qu'on appelle le métabolisme aérobie, et donc avec une libération de dioxyde de carbone principalement. Alors,
si on a une cellule humaine isolée dans un bain nutritif, où elle ne manque de rien, où il y a un apport en oxygène qui est suffisant et une élimination du dioxyde de carbone, la cellule semblerait pouvoir vivre indéfiniment, quasiment. Hein. Et puis, donc, cette cellule isolée, dans un bain nutritif idéal, n'a aucun problème. Hein, à condition, évidemment, de ne manquer ni d'oxygène et que le dioxyde de carbone soit bien éliminé. Et donc, ces cellules ont décidé, nous, en fait, on est ce qu'on appelle des organismes pluricellulaires, hein, c'est-à-dire que les cellules se sont organisées pour vivre en se spécialisant plus ou moins. Et tout notre organisme et tous nos organes, finalement, se sont construits pour permettre à nos cellules de pouvoir être alimentées en oxygène et de pouvoir être débarrassées de leurs déchets, tout en étant isolées de l'environnement extérieur. Hein. C'est le fait que les cellules se soient accumulées les unes avec les autres. Si tu veux, bah, tu as des cellules qui restent toujours plus ou moins en contact avec l'extérieur, mais les cellules qui sont enfermées, elles n'ont plus accès à l'oxygène. Et donc, les organismes multicellulaires ont pu se développer grâce à la mise en place de circuits d'approvisionnement que sont finalement les vaisseaux sanguins. Et avec des structures, des organes spécialisés comme les poumons, qui vont assurer globalement pour l'ensemble de la population cellulaire l'approvisionnement en oxygène et l'élimination des déchets. Ça se comprend bien comme ça? Tout ce mécanisme-là au niveau des vaisseaux sanguins, de la respiration, puis de la lymphe aussi, je crois que... la lymphe, bon, évidemment, le système digestif, ça s'inclut là-dedans, hein, puisque tout ça, évidemment, ça marche avec des nutriments. Hein. L'oxygène et dioxygène est censé être le comburant. Donc, si tu veux, la cellule, pour produire son énergie, il lui faut du glucose de base, hein, qui peut être produit soit par les apports de glucose de l'alimentation, mais aussi ça peut être par des lipides, par des protéines, enfin, tout peut être converti en source énergétique pour la cellule. La néoglucose. Absolument, donc ça implique le foie, ça implique le système digestif qui extrait le nectar provenant de l'alimentation, qui va être guidé vers le foie, les circuits lymphatiques, et intégré au sang. Donc effectivement, tout ça, c'est extrêmement lié. Mais voilà, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que la clé, l'élément essentiel, hein, et ce à quoi servent nos organes, c'est de préserver ou d'apporter au mieux les meilleures conditions possibles de vie cellulaire. Hein. Toute la clé, l'enjeu, c'est au niveau de la cellule, et tout le reste, quasiment, c'est le but est d'assurer l'intendance des cellules, c'est-à-dire de lui amener à bouffer et de lui évacuer ses déchets. Hein. Les cellules dans nos organismes pluricellulaires, ce sont comme des individus dans une société. Hein. Et toi, si tu veux que ça se passe bien, si tu es chez toi, que tu n'as pas la possibilité d'aller chercher à manger par toi-même et d'évacuer tes déchets par toi-même, il faut qu'il y ait un système d'intendance, il faut que tu aies un système de livraison de ta nourriture et un système une organisation pour évacuer tes déchets, parce que si tu accumules tes déchets, tu vas t'intoxiquer, hein, dû à toutes les conséquences.